Des histoires de bateaux hors du commun, de grands navigateurs oubliés, de fabuleuses aventures maritimes, des récits insolites. Je vous propose d'embarquer avec moi pour prendre le large. On largue les amarres. Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. Frédéric Quignou, capitaine de pêche. C'est qu'un marin, il sait qu'il est petit. Mousse a 16 ans, lieutenant de pêche à 19. Il décroche son brevet de capitaine à 23 ans et devient 2 ans plus tard le plus jeune capitaine de pêche français à l'époque. Depuis 15 ans, il est à la barre du plus grand et du plus vieux chalutier usine de France, basé à Saint-Malo, le Joseph Roty II. Un monstre d'acier de 90 mètres de long avec une cinquantaine d'hommes à bord qui partent à la recherche d'un petit poisson qui finira sous forme de bâtonnet dans votre assiette, le surimi. Un produit exploité depuis des siècles par les Japonais. Je me suis rendu chez lui pour en savoir plus sur ces campagnes de pêche où le capitaine et son équipage doivent parfois faire face à une mer déchaînée. Nous sommes à l'Esconil, dans le sud Finistère. Nous arrivons chez Frédéric Quignou. Il y a une petite allée pavée et une porte en bois. Forcément, on l'a prévenu, donc on va aller frapper et puis aller le rencontrer et discuter de son métier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Rentrez. Merci Bienvenue à de bord. nous accueillir. Un petit café? À volontiers. Allez, on est parti. Merci de nous accueillir chez toi. On va en parler de ce bateau-là, Oui. donc le Joseph Roty II, qui est basé à Saint-Malo. On peut difficilement le rater quand on se balade sur le quai. Ouais. C'est vrai qu'il est impressionnant. On va déjà raconter son histoire, Frédéric. Oui, en fait, le Joseph Roty II fait partie d'une série de bateaux. Il y a eu 3 bateaux comme ça à Saint-Malo. Ce sont des chalutiers usines, on va dire, qui ont été construits pour exploiter les bancs de Terre-Neuve à l'origine. Donc, il a été construit à Gdańsk, en Pologne, en 1974, donc c'est pas tout jeune. Quand les Polonais construisaient des navires, que ce soit de pêche, de commerce ou de guerre, c'était le même échantillonnage de tôle. Il ne faisait pas de différence. Ils construisaient du solide. On ne fera plus jamais des chalutiers avec des coques aussi épaisses. C'est pas possible, ça coûterait trop cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tient toujours, parce qu'il a une épaisseur de coque énorme. D'autant plus que c'est un navire qui était prévu pour la glace. Donc il pouvait travailler dans la banquise. On va partir en mer maintenant. Donc il y a cette campagne de pêche qui dure, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. Moi j'aimerais qu'on évoque quand même, parce que ça fait partie aussi du métier de marin, quand on est sur un bateau de ce type, le départ, parce qu'on laisse aussi derrière soi sa famille, ses amis. Ouais. Alors, oui, ça c'est le gros problème. Personne ne réagit pareil, tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont contents de partir, d'autres qui sont tristes. C'est sûr que pour les gens, on va dire mariés, on est quand même dans un espèce de régime matriarcal où la femme a énormément d'importance. Parce que c'est elle qui va tout gérer au quotidien. Et ça, c'est pas une mince affaire. À l'heure actuelle, avec les moyens de communication de notre époque, ça le fait mieux, on va dire. Mais moi, j'ai connu l'époque où il fallait demander au capitaine si on pouvait éventuellement passer un coup de téléphone à la maison. Donc là, on partait 30-40 jours, on n'avait aucune nouvelle. Hein. On avait des lettres, on recevait des lettres en Écosse. C'était comme ça. Mais c'est vrai que pour les femmes, c'est très dur. S'il se passe quelque chose à la maison, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marin n'aime pas qu'on lui téléphone en mer. Parce qu'en général, un coup de téléphone, ça peut être un souci potentiel. Lui, il va appeler. Et en général, ça marche toujours dans ce sens-là. C'est le marin qui appelle
Jamais l'inverse, ou rarement l'inverse. Parce qu'en général, c'est mauvais signe. Donc, c'est le rôle du capitaine, après, de gérer cette situation à bord, qui peut quelquefois être délicate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi maritime stipule que le capitaine, dans la mesure du possible, doit rapatrier le marin quand c'est un décès en ligne directe, enfant ou parent. Mais hors de ce contexte, non. Après, on peut le faire, hein. Ça dépend. Hein. Dernièrement, d'ailleurs, il y a 4 mois, l'épouse d'un de mes matelots qui était hospitalisée gravement et sans doute peut-être à l'article de la mort, mais elle n'était pas morte. Et on a décidé d'un commun accord de rapatrier ce marin pour qu'il puisse aller au chevet de son épouse, qui heureusement n'est pas décédée. Mais ce n'était pas une obligation. Donc ça peut créer aussi des tensions à bord. Hein. Parce que on ne peut pas savoir l'attachement que certaines personnes ont avec d'autres. Ça peut être son meilleur ami qui meurt. Mais si on est à 300 000 de la terre de la plus proche, eh ben ça sera non. Donc ça peut être dur à vivre. La zone de pêche, on est sur l'Atlantique Nord. Hein. À peu près. Il n'y a pas de route. C'est suivant ses compétences, ses idées, voilà, son expérience. Et puis, évidemment, on a aussi diverses informations avec d'autres navires. On arrive toujours à glaner un peu d'informations. C'est vraiment le poisson qui va diriger le bateau. Il n'y a pas de route préétablie. On connaît quand même certaines zones de pêche. Voilà, on sait à peu près dans quel secteur on va aller. Et puis on est aidé aussi avec, on l'évoquait, des outils comme des sonars. Voilà, on a sonar, sondeur. Alors il faut savoir que depuis l'avènement de l'informatique, tout ça, ça a fait un bond en avant incroyable. Moi j'ai eu la chance ou le malheur de connaître les anciens appareils. C'était pas très précis. Hein. On travaillait avec un appareil qui s'appelait le DK. Et pour la petite histoire, le DK, il avait été inventé pour le débarquement de Normandie en 1944. Donc on n'était pas sur de la précision extrême. On a travaillé longtemps avec cet appareil. Hein. Tout a changé, tout a basculé quand on a eu le GPS. Où là, on a pu avoir des positions très fiables. Et on a pu cartographier vraiment les fonds marins précisément. Et ça a été vraiment un plus. Il y a les outils, mais il y a aussi l'expérience. Il y avait l'expérience, oui. Ouais. Alors l'expérience, c'était... faut être curieux, en fait. Quand on est jeune, il faut être curieux. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux anciens. Il faut pas... Et pourquoi vous faites comme ça? Et pourquoi on n'est pas allé là? Et les anciens, ils regardaient beaucoup les vents, les coefficients de marée, des annotations dans des carnets, voilà. Moi, j'ai gardé longtemps un peu ce système-là. Histoire salée. Après 5 jours de navigation pour se rendre sur zone, Frédéric Quignoux part donc à la recherche du merlan bleu, un petit poisson qui finira sous forme de bâton de surimi. Mais la route est encore longue, sa transformation et le produit final va vous étonner. Le merlan bleu, c'est un petit poisson qui fait partie de la race des galidés, au même titre que le cabillaud d'ailleurs, qui se trouve vraiment en masse au large des îles britanniques. Il n'y en a pas que là, hein, il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est ce secteur-là qui nous intéresse. On a fait des super campagnes, on n'a pas parlé de capacité, j'arrive à mettre proche des 900 tonnes à bord. C'est énorme, hein. La cale, on
peut faire 3 boîtes de nuit dedans. Actuellement, c'est un chalut pélagique. En fait, un chalut, pour les néophytes, on va représenter ça comme un entonnoir, en fait. Un entonnoir qu'on tirerait derrière nous et qui capture le poisson. Et le chalut pélagique, c'est un chalut qui ne touche pas le fond, qui est là pour capturer les poissons qui se trouvent entre ce qu'on appelle entre deux eaux, entre le fond et la surface. Et le merlan bleu est un poisson qu'on pêche aux alentours de... On va dire, en règle générale, c'est 500 mètres de fond. Ça peut aller jusqu'à 700. Et au plus haut, ça peut aller jusqu'à 200. Donc on adapte le chalut à la profondeur dans laquelle se trouve le poisson. Là, on va se mettre dans la situation de pêche. On va se mettre sur le pont parce qu'il y a différents types de matériel aussi. Hein. Donc on a évoqué le chalut. Puis il y a ces câbles énormes aussi. Oui, alors à bord, il y a ce qu'on appelle 2 treuils principaux. Donc ce sont les câbles. Donc on a ce fameux entonnoir là, qui est derrière. Mais ce fameux entonnoir là, il faut bien l'ouvrir. Il faut quelque chose pour l'ouvrir. On a ce qu'on appelle les panneaux divergents qui sont donc amarrés au câble. Le bateau avance à peu près à 3-4 nœuds en opération de pêche. Et ces panneaux divergents là écartent le chalut qui est derrière. Alors moi j'ai un chalut, la gueule du chalut, elle fait environ 90 mètres, 100 mètres de hauteur sur à peu près la même chose, 90-100 mètres de large. Et en longueur? Alors la longueur c'est très très long parce qu'il faut que ce soit hydrodynamique, mais c'est pas ça qui pêche. Hein. Ce qui pêche c'est la gueule en fait. Le chalut en tout, si on part du bout des ailes jusqu'au ce qu'on appelle le cul de chalut, c'est la poche qui contient le poisson, ça doit faire 400 mètres à peu près. Et après, moi j'aimerais qu'on explique un petit peu comment ça se passe. Donc on récupère le poisson, on le fait monter. Oui, alors avant on remontait le poisson sur le pont. Et on s'est aperçu que on abîmait beaucoup de poissons. Parce que vous imaginez bien que si vous virez 50 tonnes ou 60 tonnes de poissons, il y a du poisson qui se retrouve comprimé et écrasé. Donc on le met plus à bord. On le laisse dans l'eau. En fait, on attrape le chalut à l'envers. On amène ce morceau à bord. On greffe une pompe à poisson qu'on remet ensuite à l'eau. Et après, on pompe le poisson directement dans l'eau et qui va directement dans les cuves réfrigérées dans le navire. On n'abîme pas le poisson comme ça. Le poisson, il reste impeccable. Donc le poisson ensuite arrive, parce que c'est la particularité du Joseph Roty, dans cette usine, voilà. Dans cette cale. L'usine du Joseph Roty, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 600 mètres carrés. Réfrigérée? Non. Là, pour l'instant, le poisson arrive à l'arrière du navire. Donc à ce qu'on appelle, nous, l'arrière de l'usine. Là, il est dans des trunks. Des trunks, c'est des cuves, en fait, réfrigérées, en attente d'être travaillées. Deuxième étape, des machines à poissons. Il y a 8 machines à poissons à bord. Chaque poisson, donc, passe dans ces machines. Il y a un opérateur, 2 opérateurs devant chaque machine. Et les poissons arrivent dans des petits godets et ils passent dans un circuit avec des lames où là, il est éviscéré, étêté, et les boyaux sont enlevés. Et il ressort en filet. C'est la machine qui fait tout le travail. La machine fait tout le travail. Tout ce poisson-là arrive sur un tapis. Là, il y a un opérateur qui surveille s'il ne reste pas un petit morceau de boyau, un petit morceau de foie. Et ensuite, ça rentre dans le process surémis. Une fois que c'est rentré dans le process surémis, on arrive dans un deuxième circuit où là, on va rajouter un tout petit peu de sucre pour stabiliser le produit avant de le congeler. C'est mis dans des plaques qui sont ensuite insérées dans des fours à congélation pour que le produit soit congelé à cœur, mais au plus vite possible pour que ce soit vraiment de la qualité. Et une fois que c'est congelé à cœur dans ces fours, ça va dans un ascenseur qui envoie dans la cale du navire. Qui, elle, est donc réfrigérée, forcément aussi. Ah bah elle est à moins 30, donc moins 30, moins 35. Et quand on parle de 900 tonnes, donc on parle de 900 tonnes de pâte de surimi. Pas de base, oui.
de patte base, Ouais. 900 hommes en tout Dans le bateau, ouais. dans le bateau. Le surimi, contrairement à ce que les gens pensent, c'est extrêmement bien fait. Il y a un laboratoire à bord, il y a, dans l'idée un peu commune des gens, c'est fait avec des déchets, c'est fait avec des têtes, c'est fait avec des... c'est absolument faux. Chaque merlan bleu qui rentre à bord du Joseph Roty, on ne retient que le filet, que la partie noble du poisson. Cette partie noble part dans un process qui va mettre tous ces filets en pulpe de poisson. Et c'est cette pulpe-là qui va ensuite, à terre, aller en usine pour faire les fameux bâtonnets que tout le monde connaît. C'est de la pâte de surimi. C'est de la pâte basse surimi. C'est que la chair de poisson. Donc le bâtonnet, c'est quoi? C'est, en règle générale, 35 à 40% de cette pâte qui est produite à bord. Le reste, c'est du blanc d'œuf, de l'amidon. Ensuite, on met un extrait de goût naturel crabe. Et le orangé qui est dessus, c'est du paprika. Point barre. C'est tout. Voilà, c'est le bâtonnet de surimi. Histoire salée. À bord d'un bateau aussi important que celui-ci, il y a plusieurs types de métiers. Oui, il y a la direction du navire qui se passe en passerelle. Donc là, il y a le capitaine, le second capitaine, et sur le Joseph Roty, 2 lieutenants. Ensuite, il y a la machine, qui est un pôle important du navire, où là, il y a un chef mécanicien, un second mécanicien, un troisième mécanicien, et 3, on appelle ça, nous, dans la marine, 3 graisseurs, c'est 3 ouvriers mécaniciens, qui, eux, s'occupent 24 heures sur 24 de tout ce qui est mécanique à bord. Et ensuite, l'équipage. Ce qui peut paraître dur pour certaines personnes, mais pour un marin, c'est pas très dur. Il travaille en ce qu'on appelle 6-6. 6 heures de travail, 6 heures de repos. 6 heures de travail, 6 heures de repos. Voilà. Et comme ça, toute la campagne. Ça fait 12 heures de repos par jour. Voilà, c'est largement jouable. Donc ça veut dire qu'on travaille 2 jours comme 2 nuits. Le bateau travaille 24 heures sur 24. Dans l'équipage, il y a un homme qui est très important, c'est maître d'équipage. À bord, on l'appelle tous le Bosco. C'est lui qui dirige toutes les manœuvres. Et c'est lui qui est en relation directe avec le capitaine. Donc là, on a les 3 pôles. Mais il y a un des hommes les plus importants à bord. C'est le cuisinier. C'est le cuisinier. J'en étais sûr. Donc en règle générale, les cuisiniers à bord des navires de pêche, ils ont cette faculté à s'adapter à leur environnement. Et ils arrivent toujours à contenter tout le monde. Il y a un gars qui va arriver, ah c'est du poisson, j'aime pas le poisson. Bouge pas. Tu veux un petit steak? Clac, un steak. Donc voilà, c'est toute l'ambiance du bord, elle sort de la cuisine. C'est marrant, c'est la question que j'avais posée, est-ce qu'on mange du poisson à bord? Oui, bien sûr. Hein, ouais. C'est, allez, je vais dire, le poisson, c'est 4-5 fois par semaine. Ah ouais. Surtout que, pour les gars, quand ils ont fini leur service et qu'ils vont manger, ils mangent bien. Ils mangent bien. Une omelette de 7-8 œufs, ça leur fait pas peur. Hein. Ah ouais. Non. Des beaux mangeurs, ils mangent bien la cantine. Quand on est au commandement d'un bateau comme le Joseph Roty, alors oui, certes, il y a les conditions météo, il y a le travail, mais je pense que le plus important, c'est comme un directeur de course, pour une course au large, c'est la sécurité des hommes d'équipage. Et là aussi, on peut être confronté, alors on l'a évoqué, à des accidents à bord. Oui, accident, ouais, alors ça c'est jamais plaisant. Quand le navire dépasse les eaux territoriales et qu'il se trouve dans les eaux internationales, le capitaine devient alors officier ministériel
et représente toutes les autorités à bord de son navire. Et notamment en charge des soins. Alors, il n'est pas médecin. On est ce qu'on appelle vulgairement médecin de papier. On est les oreilles et les yeux et les mains du médecin qui lui est à terre. Donc quand il y a un blessé à bord, on a plutôt on va dire une approche, je vais dire un peu de médecine de guerre, quoi. Voilà, les premiers gestes, les premiers soins, qu'est-ce qu'il faut faire? Le but étant d'essayer de sauver le gars. S'il lui manque une jambe, il lui manque une jambe, tant pis, mais on va essayer de le sauver. On va essayer qu'il reste en vie, quoi. Évidemment, si ça se passe à 300 000 de la terre la plus proche, il va falloir faire quelque chose. On ne va pas le laisser baigner dans son sang sur le pont. Donc on a la chance, nous, en France, d'avoir le SAMU de Toulouse qui s'occupe de tous les marins français et qui est joignable. C'est un service spécial dédié à la marine. Bon, alors maintenant c'est plus facile, il y a les mails, on peut envoyer une photo, mais fut un temps, que j'ai connu d'ailleurs, parce que c'est pas si vieux que ça, il y avait que le téléphone, puis le carnet. Donc le docteur, faites ci, faites ça, faites telle piqûre, faites telle suture, telle... voilà. Et donc on se débrouille comme on peut, mais on y arrive. Donc c'était arrivé de... Oh là là, plus d'une fois. Je pense que j'ai dû ramener à terre, sur ma carrière, au moins 40 ou 50 marins. Ah ouais. Et bon, après, on fait les premiers soins. On a tout ce qu'il faut à bord. Là, maintenant, on est vraiment bien équipés. Et on est sensibilisé à tout ce matériel. Les sutures, les piqûres, on sait les faire. Bon. Je vous dirais franchement, je préfère faire une intramusculaire qu'une intraveineuse en mer. Parce que l'intraveineuse, en mer, quand le bateau bouge, c'est pas terrible à faire. C'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout, non. Le plus dur pour tous ces marins, c'est d'affronter les tempêtes ou les ouragans, un moment où on ne peut plus pêcher, où il faut attendre que les éléments se calment et qui retarde le retour à terre. Frédéric Quignoux, ce genre de situation, il connaît. Pour être franc, alors ça c'est un peu l'image d'Épinal qu'ont les gens, les terriens. C'est pas péjoratif, c'est une réflexion que j'ai souvent, c'est « Oh, qu'est-ce que ça doit être beau quand c'est la mer est en furie, tempête, le vent... Oui, c'est beau, mais non, je préfère quand il fait beau. » Surtout quand on est sur un bateau, comme ça, plein milieu. Parce que la différence entre un terrien et un marin, c'est qu'un marin, il sait qu'il est petit. Le marin, il sait qu'il est petit. Il a beau être sur un bateau de 90 mètres, il est quand même petit. Alors, je dirais que c'est pas une peur, c'est une méfiance. Il faut se méfier. Un événement en mer, ça peut vite prendre des proportions catastrophiques. Une cabine qui disjoncte, avec une petite gerbe d'étincelles, en pleine tempête, non. Il faut que ce soit réparé tout de suite. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait la tempête, plus le feu à bord du bateau. Parce que là, on se retrouve vraiment dans une situation qui n'est pas terrible, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que les tempêtes, en fait, elles arrivent très vite. Surtout dans les endroits en Atlantique Nord, notamment, je pense à un endroit qui s'appelle Porcupine Bank, où la mer devient énorme.
Énorme, c'est-à-dire? Je dois avoir dans mes archives, sur Porcupine Bank, j'ai eu une fois un bulletin météo. Il signalait des vagues, hauteur nominale 28 mètres. Effectivement, on doit se sentir tout petit. 28 mètres, vous imaginez une barre d'immeuble qui vous arrive sur la figure. Alors comment on fait? Comment on navigue justement dans ces conditions météo-là? Alors, l'allure la plus confortable pour un gros navire de pêche, c'est ce qu'on appelle la cape, se mettre à la cape. Pour le cas du Joseph Roty, c'est l'étrave directement droit dans la vague. Et on essaye de s'y tenir. Donc on adapte la vitesse, parce que bien entendu, on a tout notre fardage, c'est comme si on avait de grandes voiles. Donc vous imaginez bien que s'il y a des vents de 60, 70 nœuds, voire 80 nœuds, la prise au vent est telle que il faut que j'augmente l'allure de la machine pour pouvoir rien que contrer le vent, plus la mer. Ça m'est arrivé d'être à 1 nœud 5, 2 nœuds, alors que j'étais pratiquement à 60% de la machine. Ce qui est énorme, à 60% de la machine sur une mer calme, on est à 10 nœuds. Donc ça, c'est notre position de sécurité. Et puis après, il faut attendre que ça passe, quoi. Donc surveillance du baromètre. J'ai vu le baromètre, ce qu'on appelle rayer le parquet. On a un baromètre à aiguille, là. L'aiguille, elle est tout en bas. Les carreaux de la passerelle, qui sont très épais, avec les rafales de vent, ils tremblent. Le bateau, quand on tape dans la lame, il fait ce qu'on appelle le petit cheval. C'est-à-dire que le choc qu'il prend à l'avant, comme il est très long, se répercute sur tout le navire. Et donc, on est dans notre couchette, et d'un seul coup, on sent le navire qui fait les soubresauts. On a l'impression qu'il va se pulvériser, le bateau. Il dit, c'est pas possible, les soudures, elles vont lâcher. On sent que le bateau, il travaille et qu'il a mal, quoi. Il endure. Et puis, j'imagine, avec ces creux de plusieurs dizaines de mètres parfois de haut, le bateau aussi doit avoir ce mouvement-là, aussi de montée, de descente. Oui, parce qu'il faut, surtout, il faut qu'il passe la vague, en fait. Quelquefois, quand on voit un mur arriver devant, même intérieurement, je pense, vas-y, Joseph, vas-y, monte, Joseph, monte. Et ça arrive que il est pratiquement arrivé en haut de la vague, mais pas assez. Et là, ça peut devenir dangereux parce que en fait, la vague, elle explose sur l'étrave et c'est comme un boulet de canon. Elle vient frapper la passerelle et pourtant la passerelle, elle est à 40 mètres. Elle vient frapper la passerelle comme si on passait du Karcher sur la passerelle. La mer, c'est une force terrible, terrible. Ça, c'est quand on monte. Ouais. Et après, quand on descend. Quand on descend, alors il y a le double effet qui se coule, en fait. Monter, ça va. Alors quand on descend, et quand il va rebuter dans le fond de la vague, en général, le navire donne un coup de cul et ça charge l'arrière du navire. Mais c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Moi, j'ai vu des claquements de mer sur le cul du navire qui faisaient des gerbes qui montaient plus haut que le portique. C'est impressionnant. Celui qui a jamais vu ça, à mon avis, il se dit ça y est, c'est bon. Hein. Mais non, quand on est habitué, ça le fait. Et quand on dit bye, après, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe, ça peut passer au bout de combien de temps? Parce que ça peut être long aussi.
Ouais, ça peut être très long. Je crois que avec le Joseph Roty, le plus long que je suis resté à la Cape, c'est 1 semaine. 1 semaine en pleine tempête. 1 semaine en pleine tempête. Fin de campagne, retour au port, un moment particulier pour ces hommes qui ont vécu à huis clos pendant plusieurs semaines et qui attendent de savoir quand ils vont pouvoir retrouver leur famille et leurs amis. On a parlé du départ, où il y a des gens plus ou moins tristes, des gens plus ou moins joyeux de partir, des gens pour lesquels on trouve ça normal, c'est leur métier après tout. Hein. Et dans le déroulement de la campagne, il y a quelque chose aussi auquel le capitaine doit faire attention. Alors ça arrive souvent, il y a une ambiance qui change au bout de 4 semaines de mer. Je ne sais pas pourquoi, ça change. Et il y a aussi dans le rôle du capitaine un petit rôle psychologique. Voilà, il faut essayer de sentir un peu comment sont les hommes à bord. Ça perdure jusqu'à ce que j'appellerais la délivrance. Personne ne sait quand est-ce que la décision va être prise de faire route terre. Le jour où je vais dire au Bosco de monter à la passerelle et lui dire tu ranges le chalut, on fait route terre. Et là, il y a une explosion de joie à bord. C'est un truc de dingue. Et il y a une espèce d'ambiance très sympa qui se met à bord. Mais avant, il y a eu cette fameuse ambiance un peu morose, un peu terne. Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Frédéric Quignou, on va planter le décor. Ouais, alors on est pas loin du rocher du Goudoul, à 300 mètres de ma maison. Super coin, voilà, c'est la mer, les rochers, c'est mon pays. Quel rapport tu entretiens, toi, avec la mer ? Avec la mer, je dirais un respect profond, ce qu'elle m'a permis de faire une belle carrière. Elle m'a nourri, elle a nourri beaucoup de monde. Voilà, je la respecte énormément. Il y a une chose qui est sûre, je pense, Frédéric, c'est que ce son-là, tu t'en éloigneras jamais, très loin en tout cas. Non. Il me faut la mer à proximité. Après 15 ans à la barre du plus grand et du plus vieux chalutier usine français, Frédéric Quignou veut maintenant transmettre son expérience aux futurs capitaines de pêche qui ne manqueront pas de l'écouter. Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Histoire salée consacré à un navigateur français excentrique qui a marqué l'histoire de la navigation par ses constructions de bateaux improbables, Éric de Bischopp.